Nous allons commencer à enregistrer. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré au photovoltaïque en Île-de-France. Et avant de démarrer ce webinaire qui va faire un état des lieux, les potentiels, puis bien sûr un bilan du solaire et des gisements, je vais peut-être passer la parole à Camille Batteux si tu as des actualités et je la reprendrai ensuite. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Alors nous, on a 2 grosses actualités un peu sur la thématique, pour ce webinaire. On a le démarrage du réseau Les Générateurs qui va commencer le 1er juin 2023. Donc il y a un réseau de conseillers sur le PV et l'éolien, donc notamment à l'échelon, communal. Et deuxième actualité, c'est le lancement de l'appel à projets, chaleur renouvelable qui est imminent et donc les précandidatures sont ouvertes, et qui seront, ouvertes, jusqu'à l'été, avant de passer à la deuxième phase de candidature. Alors Hélène, on ne t'entend plus. Ton micro coupé. Pardon, Merci oui, Hélène. merci Camille de me rappeler. Et d'ailleurs, on a pu assister à la signature du lancement de ces générateurs aux Assises européennes de la transition énergétique hier matin. Donc voilà. Et alors, je crois que nous n'avons personne pour la région Si. aujourd'hui. Si, Maëlys. Oui. Oui? Ah, il y a... Oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alice. Du coup, Aïlis Morlet, donc je travaille au sein de la direction de l'environnement à la région Île-de-France, au sein du service climat et énergie. Moi, du coup, je voulais quand même revenir du coup sur l'action de la région sur le solaire rapidement, parce que je pense que c'est peut-être pas clair pour tous les membres du réseau actif. Rapidement, voilà, projeter. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma slide? Oui, mais Ok, tu peux super. peut-être l'agrandir un petit peu. Tac. Voilà, C'est super. juste que je vais... Là, c'est... Oui. Ok. Donc voilà, donc je voulais revenir du coup sur les objectifs de la région qu'elle s'est fixée suite à la stratégie énergie-climat votée en 2018. Donc il y a un objectif de 6 TWh à l'horizon 2030. Donc c'est un objectif qui va être révisé dans le cadre de la révision du FRCAE et du SDRIF donc cette année. Des objectifs qui vont être révisés, mais on va toujours être sur des objectifs très ambitieux et concentrés sur les zones artificialisées, donc à savoir les toitures et les parkings. Et donc pour arriver à cet objectif, donc la région, elle a notamment 2 appels à projets pour accompagner le financement des installations photovoltaïques. Donc un appel à projet développement des énergies renouvelables électriques, ouvert à toutes les personnes morales, communes, entreprises, syndics de copropriété, associations, qui financent jusqu'à 50%, plafonné à 300 000 € les installations. Donc on est toujours contraint par l'arrêté tarifaire d'octobre 2021 qui interdit en fait le cumul des aides publiques sur le photovoltaïque, donc qui ne nous permet pas de financer des projets avec revente d'électricité en obligation d'achat à EDF. Donc on ne peut que financer tout ce qui est en autoconsommation et en vente à des tiers. Mais actuellement, avec l'envolée des prix d'électricité, donc on a un boom des demandes de subventions pour les projets d'autoconsommation qui sont voilà, des modèles de plus en plus pertinents. On a également toujours un appel à projet pour les projets citoyens avec qui on travaille on travaille avec Énergie Partagée du coup, sur l'émergence des projets citoyens. Et du coup, on a voté une nouvelle aide en mars dernier qui est l'aide au solaire ready. Donc, tous les travaux en fait, préparatoires des toitures à l'installation de photovoltaïque. Donc, à savoir le désamiantage, les renforcements de toiture, la reprise d'étanchéité, le changement d'isolation. Et donc, tous ces travaux, ils permettent du coup de pouvoir derrière mettre en place une installation photovoltaïque et cette fois en revente à EDF, puisqu'on ne vient pas aider directement à l'installation elle-même, mais les travaux préparatoires, donc qui ne rentrent pas dans le cadre du cumul des aides.
Donc, c'est une nouvelle aide qui voilà, permet de venir soutenir plus en plus de projets sur le territoire. Et également, je voulais rappeler qu'on a le cadastre solaire régional MPS, donc mon potentiel solaire, qui donne à voir du coup le gisement solaire en toiture et sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Et donc, Dounia va revenir en détail sur tous ces gisements-là. Voilà. Merci beaucoup, Aïlis. Oui, effectivement, Dounia va donner beaucoup plus de compléments, d'informations. Moi, j'aimerais revenir sur deux informations. Déjà, une note rapide qui est sortie sur la rénovation énergétique des logements privés, hein. C'est une note rapide qui est sur notre site, le site de l'AREC, et donc qui pourrait bien évidemment vous intéresser. Sinon, je viens sur la journée du 29 juin, qui va être une journée de visite en Essonne, sur le territoire de l'Essonne, où nous allons proposer à toutes les ALEC et à toutes les structures assimilées, membres du réseau, de pouvoir faire un parcours où nous allons visiter un certain nombre de sites assez remarquables, où on va pouvoir voir des installations effectivement solaires photovoltaïques, mais également des rénovations qui ont été faites avec des matériaux biosourcés. Donc, notez bien cette journée du 29 juin, on va faire partir très prochainement l'invitation. Et donc, vous allez la recevoir très, très vite. Et vous pourrez vous y inscrire. Donc, c'est un parcours d'une journée et qui permet évidemment d'échanger aussi sur tous vos projets, hein, et puis de faire du lien entre toutes les structures. Sans tarder, je passe la parole à ma collègue Dounia Yassine. Donc, tu vas nous parler de solaire photovoltaïque en Île-de-France et tu vas pouvoir nous présenter l'état des lieux et le potentiel. Exactement. Merci Hélène. Je sais pas, il y avait juste une petite question pour la région avant, si tu veux qu'on la prenne maintenant. Quelqu'un qui voulait des infos sur l'appel à projet Solaire Ready. Oui, c'est vrai que je suis pas démarre, rentrée dans le détail sur à qui ça ce point-là. s'adresse et comment faire une demande. Alors du coup, c'est pour les personnes éligibles, c'est comme jusqu'à maintenant sur l'investissement. Donc c'est toutes les personnes morales, donc collectivités, entreprises, associations, syndicats d'énergie, syndics de copropriété. Et pour les modalités de demande d'aide, c'est comme les autres subventions à l'installation photovoltaïque. Donc c'est sur la plateforme Mes Démarches, avec du coup des documents qui vont attester du coup de l'installation photovoltaïque consécutive à ces travaux, donc une étude de faisabilité, un devis, des devis également sur les travaux. Mais tout ça, du coup, c'est détaillé dans le cahier des charges qui est disponible sur la page des aides que je vais vous envoyer dans le chat. Voilà. Merci. Ok, je partage mon écran. On voit bien, C'est Dounia. bon, parfait. Ouais. Ok, déjà, je vais juste me représenter peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Dounia Yassine, moi je travaille à l'AREC avec Hélène et Marie-Laure. J'étais, pour ceux qui me connaissaient, surtout sur le rose avant, et là je change un peu de mission. J'ai un collègue, Dylan, qui reprend les missions sur le rose, et donc moi je bascule sur les missions solaires, d'où mon intervention aujourd'hui. Et du coup, je serai, ça a été évoqué par l'ADEME, je serai la coordinatrice pour le dispositif Les Générateurs en Île-de-France, puisque c'est coordonné par l'AREC. Voilà. Donc moi, je vais revenir sur... c'est une présentation assez rapide, comme ça, il y a un peu la place à toutes les questions. Je ne me rends pas forcément compte des questions qui pourrait y avoir. Donc j'ai essayé de dresser un peu un panorama donc, sur l'état des lieux, les travaux qu'on a menés sur les gisements, et puis sur les travaux en cours pour aller plus loin ensuite. Donc la première partie donc, sur l'état des lieux du solaire photovoltaïque donc, en Île-de-France. Donc c'est tout le solaire, l'électricité, hein, on ne parle pas du solaire thermique. On voit sur le graphique l'évolution depuis 2008 à 2022, donc la courbe est assez parlante. On voit une forte augmentation. On a multiplié par 25 la production solaire photovoltaïque entre 2010 et 2022. Malgré tout, ça reste une part assez faible. La hausse est très importante, mais ça représente encore une part assez faible dans les consommations électriques. Donc, d'où l'engouement pour cette filière. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Donc au total, on a injecté 211 gigawattheures d'électricité en 2022 sur le réseau. Pour dresser un panorama des types d'installations, on a essentiellement des installations en toiture, mais on a 6 centrales au sol en fonctionnement aujourd'hui, qui représentent quand même 35% de la totalité de la production que je donnais, donc des 211 gigawattheures, à Meaux, Sourdin, Annette-sur-Marne, Gargenville, Grandpuits et Marcoussis. Donc voilà, ça fait peu d'installations, mais qui représentent un gros volume. Et ensuite, donc j'ai fait un petit travail d'identification. C'est pour ça que je dis opération d'ombrière solaire identifiée, puisqu'on n'a pas forcément une caractéristique du type d'installation dans les bases de données. On a un niveau de puissance, donc c'est un peu du travail manuel pour les identifier. Mais il y a quand même des opérations assez importantes d'ombrière solaire, notamment à Flins, sur le parking Renault depuis déjà quelques années, à Fleury-Mérogis, à Meudon, Rungis, Montlhéry et à Disney. À Disney, c'est en cours, c'est pas tout à fait finalisé. C'est l'image qu'il y avait sur la première page, pour couvrir la totalité du parking de Disneyland Paris. Donc ce sera la plus grosse ombrière, en tout cas d'Île-de-France. Donc voilà pour l'état des lieux global. Ensuite, un petit point important sur lequel, c'était utile, je trouve, de s'attarder, c'est l'autoconsommation. On n'avait pas forcément de données très très précises sur ce volet-là avant, mais en fait, on se rend compte que c'est, la production de solaire photovoltaïque, elle est de plus en plus en autoconsommation. On a observé une évolution de 34%, entre le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2022, donc en 2 ans, en 3 ans. Donc voilà, c'est un mode de production qui se développe de plus en plus et voilà, c'est par ça qu'on tend le plus. Alors c'est surtout des petites installations, mais on observe aussi des installations d'autoconsommation collective, notamment avec des projets portés par des bailleurs sociaux. Et 6 opérations en service, en tout cas connues d'Enedis, qui nous ont fourni ces informations, et 7 projets en cours. Voilà, consommation. Ensuite, donc ça, c'était pour l'état des lieux. Sur le volet gisement, il y a des travaux qui ont été menés par l'Institut, donc à la fois avec l'équipe de la REC, l'équipe du département environnement et le service informatique, où on a modélisé, donc dans un premier temps, les toitures de France pour évaluer le gisement brut de chaque toiture. Donc on a modélisé précisément la forme des toits et on a calculé le rayonnement, les ombrages, les obstacles, voilà, tous les paramètres techniques liés au bâtiment et aux alentours, qui permettent de caractériser l'ensoleillement sur chaque toiture, pour donner un gisement précis sur chacune des toitures, un nombre de panneaux, une production associée. Et on a croisé ce gisement donc sur chaque bâtiment, chaque toiture, avec le mode d'occupation des sols, le MOS, qui est une base de données produite aussi par l'Institut et qui caractérise tout le territoire de l'Île-de-France par un usage, habitat, équipement de santé, école, commerce, tertiaire, industrie, voilà. On a un petit peu adapté cette typologie qui est très, très détaillée, pour qu'elle soit cohérente et qu'elle ait un sens sur une analyse de toiture. Donc on a une typologie en 17 postes, j'y reviendrai après. Et donc ça, c'était la première étape sur les toitures. Et on a fait le même travail ensuite sur les parkings. Donc on a, dans un premier temps, identifié les parkings, puisqu'on n'avait pas forcément de base exhaustive sur tous les parkings franciliens. Donc avec une méthodologie d'intelligence artificielle, de deep learning, on a donné des images de parking en entrée au modèle qui a détecté des images, enfin des lieux qui ressemblaient à ces images, donc des parkings. On lui a appris à corriger ce qui n'était pas forcément des parkings. On lui a donné des nouvelles images et voilà. À force de tourner, le modèle s'enrichit et donc on a détecté les parkings de plus de 1 500 m². Donc ça correspond au seuil de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Et on a fait ensuite donc le même type d'exercice de modélisation de l'ensoleillement, des obstacles, des ombrages, etc. Et on a également croisé avec le mode d'occupation des sols. Là aussi, on a adapté un petit peu la typologie pour qu'elle ait du sens avec une approche parking. Voilà, donc c'est les 2 gisements principaux qu'on a identifiés. Ça reste la priorité puisque, on le sait, le foncier est précieux, donc les parkings et les toitures, ça reste pour nous la cible prioritaire. On n'exclut pas de travailler sur d'autres gisements, mais voilà, dans une première approche, en tout cas, c'est ça qu'on a modélisé. Et comme l'a évoqué donc Aïldis de la région, les données sont mises à disposition via 2 outils. Donc l'outil Mon Potentiel Solaire, qui est développé par la région, où il y a l'ensemble des données et des infos sur les toitures et les parkings qui sont disponibles et consultables. Et nous, on a une carte au vise à l'Institut, c'est le format de
de valorisation des données qui est développée à l'Institut. Donc avec une approche un peu plus territoriale, c'est vraiment 2 outils complémentaires. Ils présentent pas forcément les données de la même manière, donc vous pouvez consulter les 2. Donc on a le Cartovis toiture qui est disponible depuis déjà 2019 ou 2020 et le Cartovis sur les parkings qui est en cours de finalisation. Il devrait sortir très prochainement. Il est juste pas encore tout à fait en ligne, avec les congés du mois de mai et cetera, c'était un peu plus long que prévu, mais il est, quasi prêt, donc il y aura le même outil sur les parkings et les données sont aussi, disponibles sur demande. Vous nous envoyez un mail ou vous m'appelez et on fait juste signer un acte d'engagement et on peut vous envoyer les données, au format SIG directement par mail avec un lien de téléchargement. Plusieurs territoires nous ont déjà fait la demande, donc il y a aucun problème. Donc voilà pour ce qui a été fait, donc voilà. Ensuite, un aperçu des résultats après la méthodo. Donc pour la partie toiture, comme je disais, on a une approche par typologie. Donc on a représenté sur ce graphe une typologie un peu simplifiée du mode d'occupation des sols, parce que c'est pas forcément très visible sinon. Mais donc voilà, on a identifié au total 140 millions de mètres carrés de surface utile. Donc c'est la surface de la toiture réellement utilisable, en enlevant, les cheminées, les Velux et puis les zones où il y a pas assez de soleil qui arrive dessus. Donc 140 millions de mètres carrés utiles théoriquement, ce qui correspond à peu près, 28 des consommations électriques, de la région, donc 17,6 TWh théoriquement. C'est quand même, en grande partie de l'habitat, enfin la moitié c'est de l'habitat individuel ou collectif, des activités économiques et puis des équipements, santé, loisirs, enseignement et culturels essentiellement. Donc ça, c'est un aperçu de la carte aux vises que j'évoquais tout à l'heure, l'outil de l'Institut. Donc vous avez 2 approches. Là, j'ai préféré mettre l'approche bâtiment puisque c'est la plus précise. On a une approche territoriale, donc vous avez ce genre de graphique que je viens de présenter, mais avec la typologie très fine en 17 ou je sais plus combien, 17 postes, avec une comparaison, de la commune à son EPCI et ensuite vous avez l'approche au bâtiment. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez les différentes informations. L'occupation, donc le poste du MOS correspondant, le nombre de panneaux, la production associée, la forme du toit et puis, le type d'installation pertinente puisque sur les petites toitures, on dit que, ça peut être pertinent de mettre du thermique. C'est pas forcément le cas partout, donc voilà, on a essayé de donner des premières pistes. Donc ça, c'est l'aperçu. Si vous avez besoin d'une démo, je vous enverrai les liens aussi, enfin vous pouvez les retrouver dans la slide d'avant, mais je pourrais les remettre dans le chat. Voilà. Et ensuite, donc même travail pour, les parkings. On a essayé de présenter ça sous une forme un peu simplifiée. Donc là, on a identifié plus de 7 500 parkings, donc de plus de 1 500 mètres carrés, comme je disais. Ça représente près de 31 millions de mètres carrés et c'est, un peu donc le potentiel est un peu plus faible que pour les toitures. Forcément, il y a beaucoup moins de surface et ça représente donc 8,4 des consommations, électriques avec là aussi une répartition essentiellement là sur les zones tertiaires et d'activité. Puis ensuite, c'est assez disparate. Là encore, donc sur la carte vis, il y aura le même principe. En cliquant, vous aurez toutes les infos du parking et puis, sur la typologie. Juste une petite synthèse, donc pour sommer les 2, donc au total, ça fait, un peu moins de 23 TWh de production, théorique en sommant parking et toiture, 170 millions de mètres carrés et donc, un peu plus d'un tiers des consommations totales d'électricité. Voilà et assez logiquement, sans surprise, le gisement, il est concentré en grande couronne. Forcément, c'est là qu'il y a le plus de parking et le plus de grosses toitures. Là et donc voilà, suite à ces travaux, donc là, tout ce que je viens de présenter, c'est un gisement théorique maximaliste, en équipant toutes les toitures et tous les parkings qu'on a identifiés et qui ont un rayonnement, suffisant et intéressant. La suite de ce travail maintenant, c'est, en lien avec la révision du SRCAE, on essaie de définir vraiment la part atteignable de ce gisement, pour avoir une vision, réaliste et fixer des objectifs qu'on espère pouvoir atteindre. Donc le travail qui est en cours en ce moment, c'est, voilà, dans le cadre de la révision du SRCAE, d'essayer d'identifier, voilà, tous les critères et toutes les variables qui permettent de quantifier cette part atteignable pour faire des scénarios et donner des objectifs régionaux qui ont du sens et qui soient, atteignables. Donc la scénarisation qu'on est en train d'élaborer,
elle se décline par type de projet. Donc, on va avoir des hypothèses à la fois sur les toitures, les ombrières, les centrales au sol. Après, il y a d'autres gisements, donc l'agrivoltaïsme, là où il y a tout un travail qui est en cours au département environnement chez nous. Donc, on recroisera les travaux pour voir comment ça peut s'impliquer avec nos travaux. Et puis les autres gisements éventuellement à creuser, sur lesquels on n'a pas forcément de données, mais où on peut peut-être avoir une première approche au moins, notamment par exemple les délaissés autoroutiers, dont on a parlé avec l'équipe. Il y a plusieurs critères, donc là c'est pour vous présenter un petit peu l'approche, hein, le travail est en cours. On a une double approche, à la fois quantitative et qualitative. Il y a des critères où c'est possible de les faire varier, d'avoir des chiffres sur les impacts en termes de production, de nombre d'installations, de puissance installée. Il y a des aspects plus difficiles à chiffrer. Donc là, c'est pour ça qu'on sépare un peu ces 2 approches, quantitatives et qualitatives. Pour la première approche, c'est notamment, toutes les implications. Nous, on veut appliquer, un scénario, disons réglementaire, où déjà on arrive juste à expliquer ce que ça représente, les obligations réglementaires notamment de la loi d'accélération des ENR. Donc tous les parkings de plus de 1 500 m² doivent mettre au moins 50% doivent mettre des panneaux sur 50% de leur surface. Donc voilà, ça on est capable de le chiffrer, de dire ça fait tant si on respecte à minima la réglementation. Ça peut être aussi des hypothèses sur, voilà, par rapport à la croissance des dernières années, si on fait une courbe linéaire, on dit: «Bon, voilà, ça correspondra à tant de production à 2030, 2040, 2050». Et donc on fait varier les scénarios selon le niveau d'ambition qu'on se donne, selon le volume de rénovation et puis la part de l'opération double rénovation solaire, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments, voilà, qu'on peut chiffrer. Et sur l'aspect qualitatif, c'est plutôt, par exemple, pour alerter et donner à voir pour que les porteurs de projets et les territoires aient bien en tête qu'il y a des facteurs un peu plus, de difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d'un projet, notamment, les freins liés aux assurances pour les petites installations, par exemple, où des fois les projets, finalement, ils n'arrivent pas à voir le jour, donc ça peut arriver. Une approche sur le développement de la filière, parce que si on dit qu'on veut développer, de façon massive le solaire, faut s'assurer qu'il y aura assez de professionnels formés, qui pourront assumer toute cette production et cette installation. La question de l'acceptabilité des projets qui peut être parfois difficile, en lien avec notamment avec les zones de patrimoine, les ABF, et cetera. Et voilà, puis le développement de différents modes de projet, les projets en gré à gré, le plug and play, donc c'est les panneaux qu'on peut acheter, librement, chacun dans des grandes surfaces, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments, mais qu'on n'arrive pas forcément à chiffrer. L'idée pour, affiner ces critères, c'est qu'on a identifié un certain nombre d'acteurs de la filière, à la fois, les acteurs, des réseaux, Enedis et RTE, Commission de régulation de l'énergie, les acteurs de la recherche et du développement, les syndicats d'énergie, et on est en train de mener là une phase d'entretien avec tous ces acteurs, et pour approfondir tous ces points et puis, confronter leur expertise et faire en sorte que nos critères ils soient les plus justes possibles. Donc, voilà pour le travail en cours. Et je pense que voilà, moi c'est une slide. Ça, c'était juste un rappel pour vous montrer un peu la logique, on a repris donc, pour le scénario que j'évoquais qui suit vraiment les obligations réglementaires. On est capable, voilà, on a juste retranscrit ce que dit la loi, d'accélération des énergies renouvelables, en plus de la loi climat et résilience, puisqu'elle vient modifier certaines choses qui étaient dites dans la première loi. Sur, les obligations sur les rénovations de bâtiments ou les bâtiments existants, et puis sur les parkings, où il y a des seuils selon la taille des parkings, et puis les sanctions qui vont avec aussi, qui sont mentionnées dans la loi. Voilà, j'en ai fini. Merci Vous avez des beaucoup, questions, Dania. n'hésitez pas. Dounia, et écoute, il y a des questions sur. Ouais. Alors, je vais en poser une parce que Stéphane Rendu de Solia se trouve dans le train, et il pose la question: est-ce que les zones couvertes ou bloquées par les architectes des bâtiments de France ont été retirées du cartovise? Alors, on ne les a pas retirés du cartovise. Par contre, on a intégré ces périmètres dans la cartographie. Donc, pour chaque bâtiment qui est concerné par une zone de protection, c'est indiqué que le bâtiment se trouve dans une zone, protégée, soumise à, en tout cas, à réglementation ou à avis d'un ABF, et que, voilà, ça peut, parce qu'on n'a pas souhaité les retirer parce que c'est pas forcément un frein,
c'est pas forcément bloquant, ça n'empêche pas nécessairement un projet de se développer, mais ils peuvent donner des préconisations pour, pas mettre que d'un côté, utiliser d'autres matériaux, des choses comme ça. Donc on l'a indiqué, mais sans pour autant, retirer les bâtiments. Je vais passer la parole à Raphaël Elio. Raphaël, tu souhaites poser ta question? Ça serait beaucoup plus si tu peux. Est-ce que tu m'entends, Raphaël? Est-ce Ah. que vous m'entendez? On t'entend pas? Bon, je vais la poser pour... Qu'en est-il Raphaël, tu es avec par nous? rapport au service de pompiers? Voilà. Qu'en est-il J'avoue des réticences? Oui. je n'en ai aucune idée. C'est pas un sujet forcément qu'on a pris en compte, donc je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai pas d'éléments. Peut-être que le SDIS, de toute façon, les pompiers, le SDIS, au niveau départemental, ils doivent avoir les réponses. Ou peut-être la région? Idée. Mais en tous les cas, on va noter la question et on va pouvoir se renseigner pour pouvoir revenir vers toi, Raphaël. Il n'y a pas de Hélène, souci. Oui, Hélène, c'est Marc de la DDT oui, 77. oui, Alors sur ce point, juste pour vous préciser que donc la DDT 77, on avait rencontré le SDIS de Seine-et-Marne. C'était, alors il me semble, en 2021 ou 2022 sur ce sujet-là. 2021. 2021, on les avait rencontrés justement parce qu'on essayait de mettre en place une stratégie photovoltaïque sur le département. On avait échangé assez longuement avec eux. Eux n'ont pas particulièrement de réticence, hein. Ils ont juste un certain nombre de préconisations et de règles à respecter qui font connaître à chaque porteur de projet, mais il n'y a pas de réticence à proprement dit. Après, il y a un certain nombre d'inquiétudes, effectivement, dont ils nous ont fait part, à savoir que, par exemple, alors ça peut être, ils nous ont notamment cité le cas des véhicules électriques qui, lorsqu'ils prennent feu, en fait, ils nous ont expliqué qu'aujourd'hui, lorsqu'un véhicule électrique prend feu, pour l'éteindre, en fait, il faut le plonger dans une bassine, dans une sorte de piscine. Et donc, eux s'inquiètent un petit peu du développement du nombre de véhicules électriques, à savoir que si un incendie de ce type prend sur un parking, ils vont avoir quand même un certain nombre de difficultés à circonscrire le feu. Mais bon, il n'y a pas de réticence en tant que telle à installer des ombrières, il y a juste un certain nombre de préconisations et de choses à respecter, à savoir un cheminement tout autour du parking, une certaine largeur entre les allées, voilà, il y a ce genre de choses-là. Mais il n'y a pas de, ils nous ont assuré qu'il n'y a pas de réticence vraiment de principe là-dessus. Merci beaucoup, Marc, pour ta précision. Alors, il y a une autre question. Lisa, tu veux peut-être prendre la parole? Si tu nous entends? Oui, merci. Moi, c'était par rapport à ce que présentait Dounia. Justement, je me demandais est-ce que des entretiens étaient prévus avec les architectes des bâtiments de France? Vous évoquiez que plusieurs entretiens étaient en cours avec d'autres partenaires. Donc, pour affiner encore plus la part atteignable, ça rejoint la question un petit peu qui avait été posée précédemment. Effectivement, on n'a pas de contact particulier, auprès d'ABF, mais ça peut être une piste. C'est vrai on a vraiment sollicité les acteurs de la filière au sens un peu plus technique, sans penser forcément aux ABF, donc effectivement, ça peut être une piste, mais j'ai pas de contact particulier, donc s'il y en a parmi vous qui en ont, ce sera avec plaisir. Oui, il y a pas mal d'ALEC qui travaillent avec les ABF. Toi, Marc, toi, au niveau de la DDT, toi aussi, tu travailles avec les ABF. Oui, mais bon, les ABF avec qui tu travailles sont quand même bien sensibilisés là-dessus. Oui, tout à fait. Ils sont bien sensibilisés. Alors, il faut savoir que nous, donc au niveau de la DDT de Seine-et-Marne, donc on a mis en place depuis 3 ans une commission de facilitation des projets ENR. C'est-à-dire que les porteurs de projets ont la possibilité, donc sans aucune obligation, de venir nous présenter très en amont leur projet. On a eu beaucoup d'unités de méthanisation les premières années. Là, depuis 2 ans, on a beaucoup de projets de photovoltaïque. On a pris le parti, nous, à chaque projet qui nous est présenté,
de le transmettre à l'ABF pour qu'ils puissent en avoir connaissance et faire part donc de ces recommandations aux porteurs de projets très en amont lors de ces commissions de facilitation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment systématique chez nous et il participe à l'ensemble de ces commissions de facilitation et il intervient autant que bon lui semble. Mais comme tu le disais, Hélène, effectivement, nos ABF commencent à être très, très sensibilisés sur le sujet et donc des fois ça passe, hein, des fois ça leur convient, et puis des fois ça leur convient un petit peu moins. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça qu'on avait en tête aussi, nous, c'est que c'est difficile d'avoir une approche globale, ça dépend vraiment des territoires et des ABF, je pense aussi, qui n'ont pas leurs habitudes et puis leurs recommandations. Et culture, parce qu'en fait, il y a aussi la question de la culture des ABF, hein, de la formation qui n'intègre pas forcément toutes ces nouvelles préoccupations. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a toute une sensibilisation. Il faut avoir une approche envers elles et effectivement une sensibilisation, hein. Il y a une question de Marc Telliot. Marc, tu souhaites prendre la parole ou je pose la question? Non, je peux prendre la parole, ce sera peut-être même plus clair. Voilà, moi donc je suis à l'APC, on travaille des fois sur des projets, des questions que nous posent des copropriétés pour mettre des installations photovoltaïques en toiture. Je voulais savoir si les aides qu'on avait donc citées en début de webinaire pouvaient s'appliquer sur des puissances crêtes qui n'étaient pas très importantes, type 10 kilowatts, 10 kilowatts crête ou peut-être des fois un peu moins. Oui, du coup, Alice Morel de la région, je peux répondre. Mmh. Oui, effectivement, en fait, on a mis un seuil à 10 kilowatts crête, justement, Ah, plus. tout simplement pour éviter d'avoir trop de petits projets à instruire, puisqu'on est quand même limité en moyens humains derrière en instruction. Donc, on a mis Mmh. effectivement un seuil à 10 kilowatts crête, autant pour le solaire ready que pour le financement à l'investissement. C'est-à-dire que pour le solaire ready, comme on demande que derrière il y ait une installation et une étude de faisabilité, il faut qu'au moins cette installation projetée fasse 10 kilowatts crête. D'accord, super. Mais a Merci. priori, du coup, les installations de moins de 10 kilowatts crête, en fait, ça concerne majoritairement du particulier, et comme c'est pas notre cible. Bah, là, ça tout dépend des configurations des toitures de certains bâtiments, donc toiture terrasse en copropriété. Bâtiments des années 70, des fois, il y a plus ou moins la place du fait des hélicules d'ascenseur, des cheminées. Mmh. Après, bon, là, c'est arrivé justement qu'on passe un projet de, je crois que c'était 8 et quelques kilowatts crête. Peut y avoir des petites souplesses qui sont faites en Mmh. fonction des projets. On n'est pas non plus complètement figé, mais voilà, c'est pour donner un seuil pour D'accord, éviter oui, bien d'avoir à sûr, pour un instruire seuil aussi. Mmh. trop de petits projets. D'accord, merci beaucoup. Il y a une remarque, un complément d'information qui est donné par Thomas par rapport, est-ce que tu peux nous en parler par rapport aux ABF, Bonjour, Bonjour. je ne suis pas un expert des circulaires ministérielles sur, sur les sujets de préservation du patrimoine, donc je vous ai posté un lien qui renvoie vers un article sur le site de l'Ordre des architectes. Mais voilà, simplement, il y a des directives voilà, visant à rassurer à la fois les ABF et les défenseurs des énergies renouvelables pour que les instructions aussi soient plus claires entre les différents départements et régions et les différents instructeurs ABF. Et je vous laisse le lire. Merci beaucoup. Caroline nous a posté un message par rapport aux ABF dans le Val d'Oise. Est-ce que tu veux t'exprimer? Ah, peut-être qu'elle nous entend. On n'entend pas bien. Alors, peut-être comme on n'entend pas bien. Si, j'avais un petit problème de micro. D'accord. Alors, nous, on travaille exclusivement au niveau du parc naturel régional du Vexin. Et on a beaucoup de refus de la part de notre ABF de secteur.
qui dit non, non, mais moi je suis effectivement pro photovoltaïque, mais côté court, donc rien de visible depuis la rue parce qu'il pourrait y avoir des problèmes de co-visibilité. En bas de toiture, hein, pour une meilleure intégration au niveau du bâti, et quand on lui dit que c'est quand même un petit peu antinomique avec le principe même du photovoltaïque, parce qu'il peut y avoir des masques de végétation en bas de toiture, et que l'important quand on met en place et quand on investit dans du photovoltaïque, c'est que ça puisse au moins correspondre en termes d'autoconsommation aux besoins du foyer. Non, je parle essentiellement pour des maisons en fait de particuliers. Voilà, donc il y a une espèce de frein, c'est comme ça, et sinon j'accepte pas. Et on en arrive à des choses folles, où pour arriver à faire cette ligne en bas de toiture, on rajoute des faux panneaux en verre noir de chaque côté pour compléter la ligne. Et pour une maison, il y a 3 panneaux, quoi. Voilà. Oui, complètement Et aberrant. c'est fou. Et oui, il y a même sur certains hangars agricoles où, pareil, on pourrait couvrir toute la toiture du hangar agricole. C'est quand même pas non plus la maison la plus jolie du coin. En fait, ils nous imposent de construire un espèce de auvent, donc reconstruire en plus, donc des frais assez conséquents, pour que ce auvent puisse supporter la ligne, éventuellement les 2 lignes de panneaux. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et on a 66 mairies qui voudraient investir, mais 66 maires, hommes, femmes, qui disent que systématiquement tous les projets sont refusés. Oui, ils sont retoqués. Ouais. Ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culture et d'acculturation, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas encore tous au fait de ce genre de pratique. Et il y a peut-être un groupe de travail à monter avec eux, bien que c'est pas facile, hein, ça dépend des territoires, mais effectivement, il faut les approcher en tant qu'ALEC, en tant que structure. Les CAUE, souvent, bon, ils ont déjà la culture, bien sûr, donc eux les approchent beaucoup plus facilement, mais peut-être les approcher et puis monter un groupe de travail pour faire évoluer les choses. Alors, pour info, on a Mais c'est monté pas- une réunion d'information au château de Téméricourt, au sein Oui. du PNR, avec OWAT Citoyen, un collectif d'énergie citoyenne basé à Cergy, Énergie Partagée. Tous les maires de notre territoire ont été conviés. Il y avait, je pense, une 50aine de personnes, plus l'ABF. Et rien ne se passe. Les positions sont campées, il n'y a rien qui bouge. Et c'est hallucinant. Cet immobilisme général, c'est hallucinant. Donc, alors que nous, quand on fait des prescriptions, moi je suis CEP, hein, donc dès qu'on fait des prescriptions de rénovation thermique, énergétique, on prescrit quand c'est possible et quand la toiture le peut, en fait, peut supporter, elle est suffisamment bien orientée, bien inclinée, on préconise le photovoltaïque systématiquement. Et je pense qu'il doit y avoir 3 projets sur tout notre territoire. Ouais. Ça montre bien Et du les coup, soucis. tu disais que c'était le PNR du Vexin? Ouais. Oui, effectivement, ils sont d'autant plus conservateurs dans les parcs, parce qu'il y a Oui, une charte c'est Raphaël paysagère Lelio qui parle, hein. beaucoup plus poussée. Ouais, mais Qui est architecte. l'aberration, on est à un tel point qu'on refuse donc la méthanisation, les éoliennes, bien évidemment, le photovoltaïque. Alors, pas les PAC. Hein, les PAC, c'est ce qu'il faut, pour assurer la transition. Mais le PNR, en fait, est truffé de pylônes, de lignes à haute tension. Parce qu'il faut quand même bien acheminer l'électricité, parce que tout le monde a l'électricité. Donc, c'est un espèce de non-sens. C'est-à-dire que nous, on ne produit pas sur notre territoire, mais on veut bien que vous produisiez pour nous, et puis on veut bien que ça arrive. Donc, il y a une vraie problématique, malgré tout, de paysage. Moi, je trouve ça très, très moche, les pylônes de ligne à haute tension. Voilà. Après, c'est pas seulement une histoire de goût, mais
Du coup, Hélène, c'était pas moi précédemment, mais Raphaël Elio, donc j'ai Voilà. retrouvé un micro, j'ai retrouvé la parole. Super. Ouais, c'est ce que Thomas Renaudin vient d'écrire dans le chat, entre vigilance et autocratie. C'est vrai que c'est compliqué et ça dépend vachement de l'ABF en fait, parce que certains sont plus ouverts et d'autres très fermés. Il y a quand même dans le Vexin un paysage à préserver, du bâti ancien qui a vraiment des caractéristiques fortes, peut-être plus que dans d'autres banlieues, encore que le Vexin est plus tout à fait une banlieue. Et effectivement, je pense que la marge de négociation, elle est aussi sur ce que les ABF vont autoriser en termes d'isolation par l'extérieur ou de pompes à chaleur, qui sont quand même une catastrophe. Parce que ce n'est pas la pompe à chaleur la solution, surtout dans le bâti ancien du Vexin. Ça va être des solutions biosourcées, des chaux-chanvre, des terre-paille, des solutions de correction thermique et non pas d'isolation, et certainement pas des pompes à chaleur. On va droit dans le mur avec ce fléchage absolument aberrant de la pompe à chaleur et qui est hideuse, bruyante, non efficace, etc. Donc il y a une vraie marge de manœuvre sur le panneau solaire. Là, aujourd'hui, on parle du photovoltaïque, mais moi, je défends aussi beaucoup le thermique parce qu'on a absolument besoin de produire de la chaleur avec le soleil gratuit. Et la pompe à chaleur essaye de le faire et le fait beaucoup moins bien qu'un panneau solaire thermique en termes d'efficacité physique, de rentabilité du système. Le panneau solaire qui produit de l'eau chaude, c'est quand même le truc le plus simple et le plus efficace. Et du coup, se pose vraiment cette question, mais moi j'ai été conseiller Info Énergie en 2001. L'État, à l'époque, fléchait un rachat des kilowattheures et favorisait beaucoup le solaire thermique aussi. Et on avait développé toute une stratégie, des documents, des prescriptions d'intégration architecturale du solaire en général, avec des coupes, des façades, des systèmes en toiture, avec des panneaux qui n'étaient pas posés sur les tuiles, mais qui étaient intégrés dans la toiture, ce qui permet, en travaillant avec le couvreur, d'avoir des interventions beaucoup plus pérennes et qualitatives, parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes de structure de charpente, parce qu'on vérifie que ça tient bien, parce que les panneaux, il faut les porter. On vérifie qu'il n'y a pas de problème de fuite, d'étanchéité, de raccord, de solin, etc. Parce que sur des toitures anciennes avec des tuiles, ça ne se pose pas n'importe comment un panneau solaire. Et donc, il y a une vraie question architecturale pour intégrer un capteur, quel qu'il soit. Du coup, moi, j'élargis un peu le débat. Et il y a des toitures sur lesquelles on ne pourra pas le faire. Et ce n'est pas raisonnable de couvrir des terrains agricoles. Voilà, donc moi, je suis super fan des parkings et tout ça. J'ai posé la question des pompiers parce que j'en ai discuté avec quelqu'un ce week-end qui me disait que beaucoup de services de pompiers refusaient les installations de parking couvert à cause en fait de leur arrivée en tant que pompier avec une lance et de l'eau, et qu'il faut déjà trouver comment on éteint l'installation, parce que si elle continue de produire de l'électricité, l'arroser avec de l'eau, ça veut dire que les pompiers vont se faire électrocuter, donc c'est quand même immédiatement dangereux, sans parler des voitures électriques, de ce qu'on a évoqué et tout. Donc c'est toujours le problème en France, dès qu'on perçoit qu'il y a un créneau, une idée à développer, on y va un peu tout feu, tout flamme, dans plein de directions qui ne sont pas toujours les bonnes, et du coup, ça crée des réticences. Et donc, comment la région, avec la puissance technique et politique qu'elle a, peut impulser des documents guides, des instructions, des références, rassembler les ABF, rassembler les PNR, essayer d'élaborer des cartographies des bâtiments qui pourraient, ça je sais que c'est déjà en cours, on l'a vu un peu, des petits PLU un peu soignés, un peu affinés sur le terrain pour dire, voilà, vous êtes propriétaire de tel bâtiment ou de telle maison, il y a un potentiel solaire qui est celui-là, thermique ou photovoltaïque, et il y a des bâtiments ABF ou pas sur lesquels on ne pourra pas mettre de panneaux solaires.
Et on aura d'autres solutions. On pourra mettre des serres bioclimatiques, des murs capteurs. L'architecture bioclimatique est elle-même une solution beaucoup moins coûteuse et beaucoup moins nécessitant moins de systèmes et moins d'entretien. Donc, il faut utiliser tout le panel de solutions qu'on a à notre portée pour produire de l'énergie quand on a besoin d'en produire et capter le solaire quand il est gratuit et qu'on peut le favoriser, quoi. Voilà, c'était mon petit éclairage de la journée sur ce sujet. Éclairage très intéressant, Raphaël, comme toujours d'ailleurs. Adèle, tu nous as fait un commentaire qui est très intéressant. Tu veux prendre la parole pour le préciser? Parce que je le trouve génial. Est-ce que tu nous entends, Adèle? Oui, c'était le temps de retrouver l'ouverture de mon micro. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup plus que ça à dire, mais effectivement, on a rencontré les différentes structures de l'Essonne. On s'est fait un rendez-vous, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours, donc avec un industriel qui fabrique donc des tuiles solaires, entre autres, avec différents modèles. Et en fait, nous, c'était l'intérêt de voir comment on pouvait, parce qu'on a ce souci-là aussi avec les ABF, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais je souscris complètement. Et c'était intéressant parce que ce qu'on voulait essayer de voir, c'était de voir comment on pouvait développer évidemment le solaire sur notre territoire, eux étant en lien avec des couvreurs, avec un réseau aussi d'artisans. Alors ils sont plutôt sur le patrimoine public, mais ils peuvent intervenir, ça peut intervenir en habitat aussi, mais plutôt sur le patrimoine public. Et du coup, de voir quelles possibilités on avait pour éventuellement des fois faciliter, en tout cas, essayer d'avoir des arguments auprès des ABF dans certains cas, ce qui n'est pas seulement le cas. Hein, ces tuiles sont intéressantes, pas forcément qu'au niveau architectural, mais en tout cas dans ce cadre-là. Et donc, c'est vrai qu'il nous a présenté aussi un certain nombre d'exemples, certains, il y a des choses qu'on connaît nous, et puis d'autres, moi, je n'avais pas connaissance, qui sont ailleurs sur le territoire. Et c'était plutôt intéressant parce qu'on voyait, photos à la pluie, des projets qui ont été validés ou pas aussi par des ABF ou sur certains territoires. Et il y a certaines photos, c'est vrai qu'on était avec les conseillers en train de se dire, on était étonnés presque même que c'était accepté. Là, je mentionnais le cas d'une église, mais il n'y avait pas que celle-là. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui s'inscrivent bien. Alors, les technologies évoluent aussi. Même sur les tuiles, les puissances, les capacités, techniquement, ça évolue. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de choses il y avait une démarche de faire en local, au niveau français, quand ils le pouvaient. Donc, nous, ça nous intéressait aussi. Et donc, on s'était dit d'ailleurs, mais on n'a pas eu de recontact depuis, de voir comment on pouvait partager ça aussi avec le réseau actif. Donc, du coup, j'en ai profité. Là, il y avait une petite brèche, je l'ai évoqué rapidement. Après, ils ne sont pas tout seuls en France à faire ça. Mais du coup, c'est vrai que c'était intéressant et de se dire, c'est aussi un levier complémentaire à toutes nos difficultés qu'on rencontre sur le fait de pouvoir promouvoir le photovoltaïque comme ça, ou le solaire en tout cas en général. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Et puis avec des effets, alors je mentionnais les différentes couleurs, mais c'est vrai que dans certains cas, donc il y avait du noir, du rouge et puis du blanc, on avait plusieurs cas. Et c'est vrai que ça peut aussi faciliter le genre de projet. Alors après, on a aussi des cas, il nous en a présenté, on me dit, de toute façon, l'ABF, ça passe pas. Pour que ça passe, il a fallu que ce soit symétrique. Donc, il y a des faux panneaux ou des panneaux qui sont mis d'un côté, mais qui sont pas raccordés parce qu'il fallait que ce soit symétrique. Ou d'autres cas que vous avez évoqués. Donc des fois, on a aussi des aberrations, et il y a des choses que moi, j'ai trouvées particulièrement moches aussi. Donc, malgré tout, c'est vrai que on parlait du fait que ce soit la vie personnelle ou d'une personne. Mais c'est vrai que dans certains cas, il y a des photos, on se dit, c'est étonnant qu'un ABF ait pu valider ça. Et puis, en même temps, il y a sûrement d'autres raisons. Donc, ça, on pourra voir, on va essayer de voir pour faire un petit retour peut-être, ou voir ce qu'on pourra avoir comme matière peut-être à vous transmettre aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Tous les conseillers de l'Essonne, une grande partie, en tout cas, toutes les structures France Rénov' ont participé à cette réunion-là. Donc, c'était... Voilà, un petit partage. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, j'y ai participé. Je participe pas souvent aux réunions comme ça, très techniques. Et là, je me suis dit qu'il y avait un truc à voir. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant.
Et les conseillers aussi, hein, il y a eu beaucoup d'échanges aussi, même sur des points techniques et de production et autres. Donc, en tout cas, nous, c'est quelque chose à creuser. Oui, non, c'est intéressant. Et puis, justement, oui, ça peut. On est preneuse même de tout ce que tu peux nous envoyer parce que, effectivement, moi, j'avais vu un reportage sur des tuiles et effectivement, les choses ont pas mal évolué au niveau technologie. Hein. Et oui, Donc, complètement. Là, il y a ouais. il y a des choses assez récentes, mais qui sont, enfin, voilà, dans ce qu'il a présenté, c'était, ouais, vraiment, enfin, pour moi, en tout cas, du potentiel sur ça. Et je vois là une question là, sur les panneaux de couleurs. Et oui, en fait, effectivement, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que j'ai pas retenu ça, mais entre les tuiles noires, rouges et blanches, il y avait une vraie différence. Il y avait une vraie différence. Alors après, faudra recreuser ça et poser la question aux conseillers, mais enfin aux conseillers CEP en particulier qui étaient quand même plus là, mais on pourra voir peut-être, là c'était trop court pour qu'on puisse organiser, mais pourquoi pas le faire intervenir lui ou d'autres aussi, hein, un temps plus court. Nous on a fait une réunion d'1h30 je pense, mais lors d'un webinaire comme ça peut-être, s'il y en a qui sont intéressés, je lui en avais parlé, j'avais dit il y a peut-être un intérêt voilà, à diffuser. Après on en fait ce qu'on veut, hein, on se fait son avis et on voit, mais c'est toujours intéressant de voir voilà, des pistes en Oui, plus. tout à fait. Alors peut-être Contexte CEP en question. Oui, non, parce que je vois, pour ceux qui connaissent, il y a Philippe Gadouin. Chez nous, il y a Jessie Lelouch. Mais je peux remettre. Alors Philippe, je ne sais pas si j'ai son numéro là. Mais ils sont dans les listes, hein, je pense, du réseau. Hein, Jessie, il y avait des conseillers du parc, du coup, du Gâtinais. Chez nous, Jessie, il y avait Anne-Claire sûrement, Michaela Mordray. Enfin, on est. Faut renvoyer, ou sinon faut me renvoyer un petit mail à moi ou à quelqu'un du réseau d'Essonne et on transfère, hein, parce qu'on était une dizaine à cette réunion. Donc, ouais, ça est très intéressant en tous les cas. Ouais, Est-ce que tu penses pouvoir, si tu viens ou un de tes collaborateurs viennent le 29, j'aimerais bien que dans les projets, tu puisses en parler. Ah, on peut essayer de faire ça, oui, je pense. Oui. Au moins, je pense qu'il y aura quelqu'un de chez. Enfin, si c'est pas sur les 10 qui étaient là, je pense qu'il y en aura un qui sera là. Après, enfin, je vois que déjà il y a des choses qui se bookent dans l'agenda, mais on peut garder ça en tête et j'essaye de voir si on peut le faire. Sinon, ce sera une autre fois, mais si on arrive à faire quelque chose, ouais. Ça serait pas mal parce que comme on va avoir une partie d'échange sur justement le solaire, les projets que vous menez, c'est une expérience à transmettre. Ouais. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Parce que là, je ne sais pas comment est fait l'agenda aussi, ou alors s'il y a un petit moment, on peut peut-être même faire venir la personne, hein, aussi, faut voir en fonction du nombre de participants. Mais on sera une cinquantaine. Donc, il y a possibilité parce qu'on a un temps d'échange dans l'après-midi de plus d'1 heure sur justement des projets solaires et ENR. Donc, ça peut valoir le coup de justement… Oui, si en plus ça intéresse là, voilà, un certain nombre de personnes là, pourquoi pas, hein, on peut le solliciter là-dessus. D'accord. Oui, et puis si c'est pas possible, quelqu'un qui peut faire un retour de ce qui nous, il peut nous transférer la présentation qu'il nous avait fait. Normalement, il devait la transmettre là, justement, on en a reparlé hier. Donc, oui, si tu as des photos, oui, il y avait dans sa présentation, il y avait des photos, il y avait des schémas. Alors tout n'était pas à jour, mais lui. Non. Mais il y avait. C'était plutôt bien. Faut voir en fonction de qui. Si Philippe vient à cette journée-là, mais bon, comme je suis pas sûre qu'il. Ou quelqu'un. En tout cas, on en reparle. On en reparle. Oui. Avec plaisir, Adèle. D'accord. Sinon, il y a une main levée. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est exprimé dans le chat et qui a oublié de… Pas du tout, bonjour. Pas du tout, c'est quelqu'un qui veut s'exprimer, c'est Guillaume. Voilà. Je te passe la parole, enfin. Merci. Bonjour à tous et toutes. En fait, je voulais réagir à la réponse aussi que Marc posait et du coup poser 2 questions. Donc, c'était par rapport aux aides financières et à ce seuil de 10 kW crête. Et notamment, est-ce que l'aide financière serait
est-ce qu'elle serait accordée à plusieurs copropriétés qui se montraient en communauté énergétique? Donc ça, est-ce que c'est possible? Et du coup, est-ce que l'aide est est-ce qu'ils peuvent la recevoir? Vu qu'il y aurait, plusieurs syndicats de copropriété, enfin, je ne sais pas dans quel dispositif, ça rentrerait. Donc ça, c'est ma première question. Une deuxième question, en fait, une deuxième question bis sur les communautés énergétiques. Est-ce que, vous en avez vu, enfin, vous repérez, vu des exemples, en Île-de-France? Et si enfin, ou si oui ou non, est-ce qu'on peut les repérer? Et est-ce qu'on a des retours d'expérience, voilà, pour mieux comprendre un peu comment les copropriétés, notamment, pourraient se saisir de ce sujet, heu, et être aidées ou accompagnées, pour, voilà, pour monter ces communautés énergétiques? OK. Du coup, la région, bah, je peux répondre en partie. Alors oui, du coup, sur le modèle de plusieurs syndics de copropriété qui se regrouperaient en communauté d'énergie, donc ça, tout à fait, ça fait partie des entités qui sont éligibles, sur l'appel à projet développement des énergies renouvelables électriques. Bah, toujours du coup avec ce seuil, des 10 kW sur lequel, voilà, on peut appliquer quelques souplesses. Donc ça, il y a aucun obstacle. Par contre, j'ai pas connaissance d'exemple en Île-de-France. J'avais posé la question justement à Énergie Partagée, qui n'en avait pas non plus connaissance. Alors peut-être qu'il faudrait les re-questionner sur le sujet ou si parmi le réseau, heu, le réseau actif, certains ont connaissance de projets similaires. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. OK, merci. D'autres personnes veulent s'exprimer? Et si c'est pas le cas, je pense qu'en tout cas, Énergie Partagée serait Oui. très, proactif. Enfin, c'est très à même, en tout cas, d'accompagner sur la structuration d'un modèle comme celui-ci et justement pour, viser à ce qu'il soit répliqué. Oui. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre contact avec eux OK, ouais, pour penser ce modèle-là. tout à fait. Merci beaucoup. Merci Aïlis. D'autres questions? Ben, je crois que plus personne ne veut s'exprimer. Ah si, Marc. Oui, excusez-moi, j'ai été un peu distrait. Je voulais vous poser une question par rapport à un retour d'expérience sur justement, ce qu'on peut appeler l'autoconsommation et la revente du surplus. Est-ce que vous avez, justement, ben, soit des écoles, des bâtiments, qui autoconsomment et comment on arrive et est-ce qu'il y a des systèmes ou des grands principes qui permettent justement heu, d'aller au maximum vers l'autoconsommation? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Hem, la question du coup, Bah, c'était est-ce que le modèle d'autoconsommation individuelle, oui, fonctionne? en fait, j'ai du mal à le défendre et c'est en fait compliqué, par exemple, sur une copropriété où on a, des ascenseurs qui vont marcher, qui ne marchent pas en continu. Il y a par contre les éclairages, il peut y avoir de la ventilation de parking, mais il est quand même difficile d'avoir une idée de l'économie que ferait une copropriété si elle autoconsommait une partie de cette production et qu'elle revendait le surplus. Si vous voulez comparer les deux modes de production et de revente à EDF, c'est assez difficile d'avoir simplement un calcul de savoir ce qui est le plus rentable des 2 solutions. Hem, alors nous, du coup, c'est effectivement, on a commencé un travail justement de tous ces cas d'usage-là. Alors on l'a pas fait sur les copropriétés, mais effectivement de comparer, ce qui est le plus rentable, à partir de combien de pourcentage d'autoconsommation, c'est plus Mmh. rentable du coup de faire de l'autoconsommation par rapport à la revente d'achat. Hem
Moi, j'avais du coup de mémoire sur les projets de moins de 100 kW crête. C'était à partir de, je crois que c'était 40% d'autoconsommation. C'était plus rentable que la revente à EDF. Et pour les projets au-delà de 100 kW crête, c'était même à partir de 20% d'autoconsommation, avec les prix, avec un prix d'électricité autour de 15 centimes le kilowattheure. C'est les chiffres que je peux te donner, mais ça voudrait effectivement d'appliquer un cas d'usage sur des copropriétés. Et là-dessus, on peut échanger si tu as des données sur des copropriétés type, on peut Alors, travailler à ce cas d'usage-là. alors pour l'instant, on en est on en est aux prémices de l'autre côté et justement, on demande ensuite les consommations et puis les profils de consommation au bâtiment. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses, voire pas du tout. Donc, voilà, pour l'instant, on est vraiment dans le flou total, quoi. Mais c'est un peu difficile d'expliquer ces deux systèmes de financement, donc revente totale ou autoconsommation et revente du surplus, quand on ne sait pas réellement de quoi on parle et voilà, ça reste toujours nébuleux. Je rebondis juste du coup, excusez-moi, vous savez peut-être s'il est possible de récupérer les courbes de consommation avec les compteurs connectés. Maintenant, je pense qu'il y a des pas de temps assez fins sur la conso à l'année, et donc il y aurait peut-être moyen de, se basant, je sais pas, sur les consos de l'année d'avant, voir si ça matche bien avec la production solaire. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'études. Alors, je ne sais pas si la question était pour moi ou pour Oui, Marc. Bah, je sais pas qui c'est. Si quelqu'un sait qu'il se lève. Bah, j'imagine qu'en théorie, c'est possible avec les Linky. Mais il faudrait qu'ensuite, les copropriétés nous donnent ces profils de consommation et qu'on essaie de faire un bilan. Oui, pour l'instant, c'est vraiment la seule piste ouais. que j'ai, oui. Difficile de... Eh bien, quelqu'un veut s'exprimer, poser une question ou faire un retour d'expérience? J'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux panneaux. Alors, vous avez plusieurs... dans le chat, il y a effectivement des ressources qui ont été mises sur tout ce qu'on s'est dit. Et j'ai vu que Caroline a fait un retour sur les panneaux photovoltaïques alliant architecture et panneaux photovoltaïques. Je regarde encore le chat. Oui, parce que il y a Lucas Rondu qui a posé une question. Avez-vous un retour d'expérience concernant les panneaux qui sont à la fois, si je comprends bien, photovoltaïques et thermiques, donc des panneaux hybrides? C'est bien ça, Lucas? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Bon, ouais, voilà. Ouais, j'avais entendu parler de ça il y a quelques mois. Je voulais savoir si ça avait été déjà posé en toiture ou sur ombrière, et si ça fonctionnait bien. Et voilà. Enfin, les données constructeurs disent entre 20 et 30% de rendement en cumulé. Oui. Donc, c'est pas mal. Donc, pour faire un rapide tour d'horizon, c'est des panneaux photovoltaïque en devanture, enfin le plus proche du verre. Ensuite, en dessous, donc le photovoltaïque capte, enfin crée de l'électricité. Et en dessous, il y a des tuyaux d'eau chaude, enfin d'eau froide, qui vont ensuite devenir chaudes grâce à la chaleur qui va être créée à cause des cellules. Donc, je voulais savoir si quelqu'un en avait déjà vu ou discuté avec des professionnels, puisque ça pourrait être une bonne alternative à faire à poser quelque part, surtout sur des bâtiments communaux. Moi, je suis Oui. conseiller en énergie partagée, donc voilà.
N'hésitez pas, si vous avez des réponses, ce serait top. Oui. Y a-t-il parmi les participants quelqu'un qui souhaite répondre? Apparemment non. Il y a peut-être Moi, personne qui a fait. j'ai pas d'exemple, Oui, oui. mais en revanche, ce que je peux dire sur les panneaux hybrides, c'est qu'en fait, la contrainte, c'est qu'elle a la contrainte en fait du panneau thermique qui doit être bien dimensionné en fait au bâtiment, aux besoins en eau chaude. Et donc, il se trouve que c'est plus adapté pour des petites, moyennes surfaces. Également parce que c'est un surcoût. Je crois que c'est un surcoût de l'ordre de 40 à 50 donc là aussi, pour venir à l'équilibre financier, c'est vrai que c'est plus intéressant pour rentabiliser une petite surface avec des besoins en eau chaude plutôt que des grandes. Mais nous, du coup, la région, on n'a pas financé de panneaux hybrides, donc on n'a pas de retour d'expérience. D'accord. D'accord. Je regarde le chat s'il y a d'autres questions. Apparemment non. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous exprime encore ou sinon on clôture ce webinaire qui était fort intéressant parce que franchement, alors là il y a Adèle et puis Loïc Joliveau qui nous a mis des panneaux photovoltaïques validés à Chaussy. Ah non, c'est dans le Vexin. Non, oui, voilà, c'est que il y a deux messages qui se croisent. Non, c'est Caroline qui nous a mis donc une photo effectivement d'une expérience à Chaussy dans le Vexin. Et puis Adèle qui nous a mis également pour la société, c'est Edilians, apparemment, Edilian. Et donc, on pourra voir ça lors de la journée, en parler lors de la journée du 29 juin. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, ce webinaire était vraiment très riche. Merci, merci à la région, à l'ADEME et à Dounia et à tout le monde parce que vous avez tous contribué. C'était franchement un webinaire très, comme on aimerait en avoir beaucoup, donc très riche. Et on revient très vite vers vous pour les autres événements que nous allons prévoir sur ce modèle-là. Eh bien, moi, j'avais juste une petite question pour la journée du 29 juin. Oui. J'ai dû louper les 5-10 premières minutes du webinaire. Il s'agit de quoi exactement? Alors, la journée du 29 juin est une journée de visite. En fait, qu'on organise parce que maintenant on peut enfin visiter des choses et plus être en webinaire, c'est quand même beaucoup plus appréciable. Donc, c'est une journée qu'on organise dans l'Essonne avec un parcours en collaboration avec le PNR du Gâtinais, qui est une structure adhérente au réseau. Et donc, on va pouvoir effectivement découvrir plusieurs sites, à la fois sur le thème des ENR, hein, notamment du solaire, mais également sur les écomatériaux. Et donc, on propose de partir de Fontainebleau. Hein, c'est une journée qu'on va faire en autocar. Hein, mais il va y avoir un temps d'échange, comme on peut l'organiser souvent, hein, un temps d'échange entre toutes les structures sur des projets que vous souhaitez vraiment proposer. Chacun proposera un projet ou une expérience bon, vraiment rapide, hein, de 3 minutes, mais avec une slide ou deux, et ça permet, enfin une photo ou deux, et ça permettra effectivement de montrer ce que chacun peut faire en matière d'ENR. Très bien, merci. Voilà, Caroline. Sinon, alors, j'essaie de lire ce qu'il y a dans le chat. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a pu répondre au maximum à vos questions et nous vous souhaitons un excellent après-midi, en tout cas bien ensoleillé.
à Paris. Et on vous dit à très bientôt. En tous les cas, notez bien la journée du 29 juin et vous serez tous invités. Merci à tous les intervenants et à tous les participants. Très bonne Merci. journée à vous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Bonne journée, Merci au à revoir. tous. Merci.